Aujourd'hui, nous allons entrer dans la nouvelle séquence d'enseignement moral et civique de la classe de 4e, séquence intitulée La justice en France, et nous allons nous demander comment fonctionne l'institution judiciaire en France, quels sont ses acteurs, quels sont ses principes, quelles sont ses missions. Alors nous sommes toujours dans la troisième séquence du programme de MC de la classe de 4e, intitulée La justice en France, et nous allons aujourd'hui découvrir le 4e épisode de la séquence. Après avoir découvert au cours de la leçon précédente quels sont les acteurs professionnels ou non de la justice en France, nous allons aujourd'hui nous pencher plus particulièrement sur son fonctionnement. Grand D, le fonctionnement de la justice en France, avec une question qui apparaît simple à première vue, comment fonctionne le système judiciaire français. Ce qui revient d'une certaine manière à se demander si la justice en France fonctionne bien ou si elle fonctionne aussi mal que les gens ont de plus en plus tendance à le penser, parce qu'il est clair, et ça je vous l'ai déjà dit la dernière fois, que l'opinion publique française se montre de plus en plus sévère avec l'institution judiciaire, puisque comme vous pouvez le voir sur ce graphique, sur ce document, de toutes les institutions régaliennes, c'est-à-dire de toutes les institutions qui sont gérées directement par l'État, par un des grands ministères publics, eh bien la justice fait vraiment pas le figure dans le classement, puisque alors que les Français ont une confiance très forte en 2019, c'est l'année du graphique et du sondage, dans les hôpitaux par exemple, bon c'était avant la crise de la pandémie du Covid qui a montré les insuffisances en termes de matériel, de personnel, mais bon, les Français ont une très bonne image des hôpitaux et même de l'éducation nationale ou de la police. Par contre, la justice, c'est beaucoup moins net, puisque alors qu'un Français sur deux a eu dans sa vie affaire à la justice, à une décision de justice, eh bien c'est presque la même proportion qui n'a plus confiance en la justice, et cela tient au fait notamment que le fonctionnement de la justice est jugé beaucoup trop complexe, voire pour certains Français carrément incompréhensible, ce qui rend la justice inaccessible pour un certain nombre de Français qui se sentent exclus et même parfois broyés par ce qu'ils appellent la machinerie judiciaire. Et donc on va essayer de voir si cette machine est si difficile à comprendre que cela. Je vous ai fabriqué moi-même un petit schéma du système judiciaire français, un schéma simplifié. Alors je vous l'ai fait moi-même parce que ce que j'ai trouvé sur internet ne me satisfaisait pas vraiment, ce qui n'était pas très bon signe, parce que véritablement c'est vrai que le système judiciaire français est complexe, donc je l'ai simplifié pour qu'il soit compréhensible pour vous, mais aussi pour moi d'ailleurs. Et vous voyez déjà, j'ai précisé sur la diapo qu'il y a un sens de lecture du schéma. Ça, c'est déjà pas un très bon signe, parce que même simplifié, le schéma reste quand même relativement complexe si on ne le décode pas ensemble. C'est pour ça que je vais vous le décoder. Donc il se lit du bas vers le haut, ce qui permet de distinguer les trois étages différents
du schéma. En fait, c'est un peu comme un immeuble, hein, il y a différents étages au système judiciaire français. Alors, si l'on compare le système judiciaire français à un immeuble, le rez-de-chaussée serait constitué par les deux ordres du système français, à savoir l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Chacun de ces ordres sert de cadre à différentes juridictions. L'ordre judiciaire donne le cadre de la juridiction pénale ou de la justice pénale et de la justice civile. Alors que l'ordre administratif, lui, donne le cadre à une juridiction que l'on appelle la justice administrative. Alors pourquoi ces ordres et ces juridictions? Tout simplement parce que les juges, la justice, ne va pas être amenée à se prononcer sur les mêmes choses. L'ordre judiciaire distingue la justice pénale de la justice civile. La justice pénale, qui est la plus connue, qui est la plus médiatisée, celle qui fait les gros titres des journaux et des JT de 20 heures, va servir à réprimer les infractions commises contre la loi. Je vais y revenir. La justice civile, elle, sert à trancher, à arbitrer, à juger les litiges, les conflits, si vous préférez, entre des personnes privées. Les personnes privées, c'est-à-dire les particuliers, les citoyens, citoyennes, vous et moi. Un exemple de conflit, un conflit de voisinage par exemple. Le voisin qui passe sa tondeuse en pleine nuit tous les dimanches. Bon. Ou alors ça peut être un conflit entre personnes, un couple qui se sépare, qui divorce et qui se déchire sur la question de la garde des enfants par exemple. Bon. La justice pénale, la justice civile et leurs tribunaux dépendent donc de ce que l'on appelle l'ordre judiciaire. Mais il peut aussi arriver que des citoyens, que des associations de citoyens et de citoyennes soient en conflit avec l'État, avec la commune, le département, la région. Et dans ce cas-là, ces affaires seront traitées par la justice de l'ordre administratif, c'est-à-dire la justice administrative. Alors, si on quitte le rez-de-chaussée de notre immeuble du système judiciaire français et que l'on gravit le premier étage, on arrive à l'étage du jugement avec toute une série de tribunaux très spécialisés, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on peut parler de machines judiciaires complexes, parce que les tribunaux et leurs magistrats sont très spécialisés, ce qui a pour inconvénient donc de rendre la compréhension du schéma un peu compliquée, mais qui a aussi l'avantage d'avoir des professionnels qui sont très au courant des affaires qu'ils jugent, et ça c'est plutôt un gage de qualité. Et donc on peut voir qu'il existe plusieurs sortes de tribunaux spécialisés relevant de la justice pénale, de la justice civile ou de la justice administrative, selon l'ordre dont dépendent ces tribunaux, je viens d'en parler, et on parle à ce niveau-là de jugement de première instance. Alors si on se réfère à l'affaire Agnès Marin, si l'on se réfère à la victime, ou Mathieu M si l'on se réfère à l'assassin, concrètement ça correspond à quoi dans notre schéma? Eh bien l'affaire relève de l'ordre judiciaire, pas de l'ordre administratif. Elle ne relève évidemment pas de la justice civile, mais bel et bien de la justice pénale.
Et il ne s'agit pas d'une simple affaire de voiture mal garée sur un couloir de bus, par exemple, hein. Ça ne relève pas du tribunal de simple police. Ça ne relève pas non plus de la chambre correctionnelle, parce que là, malheureusement, on n'a pas affaire à un simple délit. On a affaire à un crime, hein, un viol suivi d'assassinat. Et donc là, cette affaire relève de la cour d'assises. La démonstration la plus flagrante de la spécialisation des tribunaux de justice français se voit probablement à travers la justice civile qui dépend elle aussi de l'ordre judiciaire, comme la justice pénale. Mais là, on voit très clairement, comme l'indique le titre du document, qu'à chaque litige entre particuliers correspond un tribunal spécialisé. On le voit par exemple parce qu'il existe des tribunaux de commerce qui gèrent les litiges entre commerçants, hein, entre un fournisseur par exemple et son client. Le fournisseur qui ne fournit pas la bonne marchandise, qui va vendre de la contrefaçon par exemple à un client, ça relève du tribunal de commerce. Ou alors un fournisseur qui ne reçoit pas le chèque de son client, qui refuse de le payer ou qui le paye en retard, ça aussi, ça relève du tribunal de commerce. Je crois en avoir déjà parlé. Un salarié licencié qui est en conflit avec son ex-employeur peut traîner ce dernier devant le Conseil des prud'hommes. De la même manière qu'un employeur qui s'estime lésé par un ancien salarié peut aussi traîner celui-là devant le même Conseil des prud'hommes, puisque le Conseil des prud'hommes est un tribunal spécialisé dans l'arbitrage des conflits du travail entre patrons et salariés. Bon, on ne va pas tous les faire, mais vous voyez par exemple qu'il existe aussi un tribunal qui, lui, règle les questions liées au droit agricole, hein, tribunal paritaire des baux ruraux. Et pour ce qui relève par exemple des cas de divorce, qui est un droit, hein, c'est pas une infraction contre la loi, le fait de divorcer c'est un droit, mais qui réclame néanmoins un passage devant le tribunal, eh bien on voit que jusqu'à 2020 c'était l'affaire, une affaire de justice civile, l'affaire des tribunaux d'instance ou de grande instance, les TI ou les TGI, sachant que dans l'Allier par exemple le TGI est à Moulins et qu'à Vichy ou à Montluçon on avait affaire à des tribunaux plus petits, les TI. Bon, peu importe, puisque de toute façon les TI et les TGI ont fusionné depuis le 1er janvier 2020 dans un tribunal unique que l'on appelle aujourd'hui le tribunal judiciaire. Bon, peu importe. Ces tribunaux sont chargés de régler notamment les cas de divorce. Donc on a vraiment affaire à une très grande spécialisation des tribunaux de la justice civile. Alors, même logique pour ce qui relève de la justice administrative, qui relève de l'ordre administratif, comme son nom l'indique, et qui est chargé, je vous le rappelle, de gérer les conflits entre des particuliers ou des associations de particuliers et l'État. Alors par exemple, prenons un exemple récent, le préfet de la Sarthe, du département de la Sarthe, le préfet est le représentant de l'État, a décidé la fermeture administrative pour 6 mois de la mosquée d'Alonne, parce que il est considéré que dans cette mosquée on ne respecte pas la loi républicaine et que certains prêches des imams de la mosquée encouragent au djihad, ils sont donc contraires
au vivre ensemble laïque républicain. Les gérants de la mosquée sont d'un avis contraire, c'est leur droit, et ont donc déposé un recours pour empêcher la fermeture. Et comme ils sont en conflit avec l'État, c'est au tribunal administratif de Nantes de régler la question. Et donc on en arrive à la première partie de la leçon, de la trace écrite, intitulée « Les tribunaux spécialisés des ordres judiciaires et administratifs ». Sous la responsabilité du ministre de la Justice, aussi appelé garde des sceaux, une vieille expression remontant au Moyen-Âge, le système judiciaire est composé de tribunaux et de magistrats spécialisés. L'ordre judiciaire regroupe les tribunaux de la juridiction civile chargés d'arbitrer les litiges entre particuliers, comme le droit de garde des enfants liés à un divorce, ainsi que les conflits du travail jugés par les prud'hommes. L'ordre judiciaire regroupe aussi les tribunaux de la juridiction pénale qui jugent les infractions à la loi. Infractions, délits et crimes. La chambre correctionnelle donc juge les délits, la cour d'assises juge les crimes. L'ordre administratif tranche les litiges entre les particuliers et les collectivités publiques, c'est-à-dire l'État, régions, communes, départements. Alors si je reprends mon schéma simplifié du système judiciaire français et si je reprends ma comparaison avec un immeuble, il est temps de gravir l'escalier qui nous mène au deuxième étage, c'est-à-dire à l'étage de l'appel. Parce que justement, c'est là où je veux en venir, c'est ce qui complique aussi, complexifie le système judiciaire, et c'est aussi ce qui fait que l'opinion publique considère que la justice est très lente parce qu'il peut y avoir des années et des années de suspense, de rebondissement judiciaire, parce qu'il y a la possibilité pour un accusé condamné ou pour le procureur de la République en particulier, de faire appel d'une décision, d'un jugement en première instance. Et si l'on reprend l'affaire Agnès Marin ou l'affaire Mathieu M, qui constitue véritablement le fil rouge de notre séquence, eh bien, les deux avocates du condamné ont décidé d'interjeter appel, de se pouvoir en appel, et tout simplement parce que c'est prévu par la loi française la possibilité pour un condamné de faire appel de la décision de justice de première instance si le condamné ou ses avocats considèrent que la justice a été mal rendue, c'est-à-dire que l'accusé a été condamné à tort ou trop sévèrement, ou que la plénitude de ses droits n'a pas été respectée. Et on a vu que dans le cas Mathieu M, les médias ayant divulgué son identité véritable dans la presse, eh bien les avocates ont fait valoir que ça avait pu influer négativement sur l'issue du procès et sur l'équité du procès et du verdict rendu à l'encontre de Mathieu M. Du reste, si le procureur de la République, enfin dans ce cas particulier l'avocate générale, avait estimé au contraire que la justice avait été trop clémente, bon là c'était pas le cas puisqu'il a été condamné, je vous le rappelle, à perpétuité à la française, mais si les juges avaient rendu un verdict plus clément, ne suivant pas en cela les recommandations du procureur de la République ou de l'avocate générale, cette dernière aurait elle aussi pu faire appel. Ce sont les deux parties du procès qui ont le droit
d'interjeter appel, et cela revient à offrir une deuxième chance, si je puis dire, à la vérité de se manifester, c'est-à-dire un deuxième procès où l'on reprend les choses de zéro et on prend soin de confier l'affaire à un nouveau jury, donc à de nouveaux jurés, à de nouveaux juges, et dans un lieu dépaysé, c'est-à-dire que il ne se déroulera pas dans le même tribunal pour mineurs, dans la même cour d'assises pour mineurs que pour la première instance. C'est-à-dire que après s'être jugé, si j'ose dire, à domicile, eh bien, le jugement en appel sera rendu, non pas à l'étranger, on reste en France, mais dans une cour d'assises d'appel qui n'est pas située dans la région dans laquelle a été commise le crime. Et comme vous pouvez le constater sur mon schéma, on peut faire appel d'une décision, quelle que soit la justice concernée et l'ordre concerné. On peut donc faire appel d'une décision de cour d'assises, comme on peut aussi faire appel d'une décision prise par un autre tribunal de la justice pénale ou de la justice civile. Et pour une décision rendue en première instance par le tribunal administratif, on peut aussi faire appel à une cour administrative d'appel. Tous les jugements de première instance sont susceptibles d'être examinés en appel. Trois possibilités. Soit la cour d'appel va confirmer point par point la décision prise par la cour en première instance, par le jugement en première instance, soit la cour d'appel va modifier la décision prise en première instance, et alors là il y a deux possibilités. Elle la modifie en l'alourdissant, ça peut arriver en aggravant la condamnation à laquelle le condamné a été justement condamné, soit au contraire en l'allégeant, en donnant d'une certaine manière tort à l'accusation, en donnant tort aussi au juge de première instance et en considérant que finalement l'accusé était moins coupable que ce qu'il apparaissait au premier abord. Bon, là dans le cas de l'affaire Mathieu M qui nous intéresse, la cour d'appel a confirmé quasiment point par point la décision de première instance. Je dis quasiment parce qu'il y a juste l'ajout par la cour d'appel d'une obligation de soins, pour ainsi dire à vie, qui est ajouté à la condamnation de Mathieu M. Mais de toute manière, il était assez inconcevable que la cour d'appel allège la condamnation, encore que sait-on jamais. Et de toute manière, il était impossible d'aggraver la condamnation puisque Mathieu M avait été condamné à la prison, la réclusion criminelle à perpétuité. Donc, il n'y a rien au-delà. Alors après, il reste double possibilité. Soit l'affaire s'arrête là, c'est-à-dire en appel, et la décision prise par la cour d'appel s'applique immédiatement à l'accusé. Soit les avocats de la défense se pourvoient en cassation. C'est-à-dire, comme vous pouvez le voir, c'est l'étage au-dessus de la cour d'appel, la cour de cassation. Et là, vous allez me dire, bah alors en fait, c'est l'appel de l'appel.
Et alors, si c'est l'appel de l'appel, eh ben, on n'en sortira jamais parce que il y aura toujours possibilité de faire appel et le jugement ne sera jamais rendu. Eh bien, justement, non, la Cour de cassation, contrairement à ce qu'on croit parfois, n'est pas une cour d'appel bis. La Cour de cassation n'est pas n'importe quel tribunal, c'est la juridiction la plus élevée dans la hiérarchie judiciaire française. Il n'y a aucun tribunal supérieur en droit à la Cour de cassation. Donc de toute façon, la Cour de cassation, c'est le terminus judiciaire. Après, il n'y aura plus rien. Sauf à faire appel devant une juridiction européenne, mais qui ne sera plus une juridiction française, nationale. La Cour de cassation qui siège à Paris n'est pas un tribunal ordinaire et surtout pas une cour d'appel bis qui n'examinera pas une troisième fois des faits qui auront déjà été jugés deux fois, puisque d'abord une première fois en première instance, puis en appel. Les juges de la Cour de cassation ne rejugent pas une troisième fois l'affaire. Ce que regardent les juges de la Cour de cassation, c'est si les droits, en particulier de l'accusé, ont été intégralement respectés. Autrement dit, ils vérifient que sur la forme, et non pas sur le fond, mais que sur la forme du procès, il n'y a pas eu ce qu'on appelle un vice de procédure, c'est-à-dire une erreur flagrante qui serait de nature à remettre en cause l'équité du procès en bafouant, même involontairement, les droits de l'accusé. Et ça peut arriver. Il y a un cas, par exemple, qui est resté assez célèbre, d'un accusé à qui le président du tribunal a oublié involontairement de donner la parole comme il est prévu par la procédure juste avant que le jury ne se mette à délibérer. L'avocat de la défense a bien vu que le président du tribunal était en train d'oublier de donner la parole à son client. Il s'est bien gardé de le faire remarquer au président du tribunal, de manière à pouvoir faire casser la décision prise en appel pour vice de forme, pour vice de procédure, faisant valoir que son client n'avait pas pu prendre la parole et que ça avait pu être de nature à influer défavorablement sur la décision prise par la Cour d'appel. Ce qui revient à dire que si la Cour de cassation s'appelle ainsi, c'est parce qu'elle a le pouvoir de casser une décision de justice. Ça n'est pas automatique, hein. Heureusement d'ailleurs, si la Cour de cassation estime qu'il n'y a pas eu de vice de procédure, elle ne casse rien du tout. Par contre, si le tribunal n'a pas bien fait, de cour d'appel n'a pas bien fait son travail, s'il y a eu un vice de forme, vice de procédure, et bien là, la Cour de cassation va casser soit totalement la décision de cour d'appel, soit partiellement. C'est-à-dire que certains éléments seront annulés et les autres seront maintenus. Et il n'y a pas de recours possible suite à la décision de la Cour de cassation. Et comme vous pouvez le constater une dernière fois sur mon schéma du système judiciaire français, là encore, c'est comme pour le jugement en appel, il existe pour chaque type de tribunal, pour chaque type de justice et d'ordre judiciaire ou administratif, il existe une possibilité de pourvoi en cassation. Alors par contre, là, c'est plus simple, parce que aussi bien pour les cours d'assises d'appel que pour les cours d'appel de justice civile, l'ultime recours, c'est donc la Cour de cassation. Quant à l'ordre administratif, eh bien, celui qui juge, la Cour qui juge
les décisions prises en appel ne s'appellent pas Cour de cassation, mais s'appellent le Conseil d'État. Il reste un dernier cas de figure qui a l'air un peu tiré par les cheveux, mais je vous assure que ce n'est pourtant pas le cas. Et si jamais la justice se refuse à instruire un procès à la demande d'un citoyen. En particulier si le citoyen est un détenu, un prisonnier, qui cherche à porter plainte contre l'État, par exemple, parce qu'il considère que ses conditions de détention sont indignes, ne garantissent pas ses droits d'homme et de citoyen, parce que un condamné reste malgré tout un homme, et au pays des droits de l'homme et du citoyen, même les détenus conservent des droits. Alors évidemment, ils n'ont pas tous les droits de monsieur et madame tout le monde. Par définition, quelqu'un qui est emprisonné est privé de sa liberté d'aller et venir. Ça tombe sous le sens. Mais c'est pas parce qu'un condamné l'est parfois pour de très lourdes peines, parfois à perpétuité, c'est pas parce que son crime est particulièrement horrible que le détenu n'a plus aucun droit. Et il arrive très régulièrement que les avocats n'arrivent pas à obtenir de la justice un procès, et donc les avocats se tournent vers la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, qui est supérieure en droit à n'importe quelle cour de justice française, y compris le Conseil d'État, qui est pourtant, rappelez-vous, au dernier étage de notre immeuble du système judiciaire français, parce que les États membres de l'Union européenne considèrent que le droit européen est supérieur au droit national. Et donc, est arrivé, alors c'est arrivé en 2009, mais c'est arrivé avant, c'est arrivé encore très récemment, en 2020 je crois, que l'État français soit condamné, non seulement donc pour ne pas avoir garanti des conditions de détention décentes à un condamné, mais aussi pour avoir refusé d'instruire une plainte, ou tout simplement parce que entre le moment où l'accusé a été enfermé à titre préventif, c'est-à-dire avant son procès, parce qu'on estimait qu'il était dangereux ou qu'il risquait de s'enfuir, et le moment où il a été jugé, s'était écoulé beaucoup trop de temps, et donc il arrive assez régulièrement que la France soit condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc sachez qu'il existe donc un étage supplémentaire à la machine judiciaire française, mais cet étage n'est pas français, il est européen. Et par contre, il vaut mieux s'armer de patience, parce que la justice européenne n'est pas plus rapide que la justice française. Et c'est sans doute parce que l'on s'est rendu compte au ministère de la Justice qu'il y a une sorte de défiance entre les citoyens et leur institution judiciaire, qu'il a été décidé d'ouvrir un chantier pour une justice du XXIe siècle qui soit à la fois plus efficace, plus simple, plus accessible et plus indépendante. Et la justice sait qu'il faudra simplifier la machine afin que la machine soit plus rapide, rendre des décisions plus rapidement pour être davantage comprise et acceptée par l'opinion publique.
Et concrètement, ça passe par une loi de modernisation avec des actes qui sont assez concrets au quotidien, même si on peine parfois à s'en rendre compte, surtout quand on n'est pas concerné. Mais dans certains domaines de la justice civile, uniquement la justice civile, pour tout ce qui est par exemple pacte civil de solidarité, les fameux PACS, ou pour ce qui est des conventions de divorce, eh bien, les décisions de justice ont été simplifiées à partir du moment où il y a un accord, par exemple, entre les deux époux pour divorcer. Par exemple, eh bien, les décisions sont simplifiées, sont plus rapides et vont certainement dans le bon sens. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment en ce qui concerne la justice pénale. Alors on en arrive à la deuxième partie de notre trace écrite de notre leçon du jour, intitulée « Les différentes possibilités de recours ». Les jugements rendus par un tribunal sont dits de première instance. Ils sont susceptibles d'un pourvoi en appel de la part du condamné ou du procureur de la République ou avocat général pour une affaire pénale ou de la partie civile qui se rajoute pour une affaire civile. Le nouveau procès est alors dépaysé dans un lieu et devant des juges différents. La cour d'appel confirme, aggrave ou bien infirme le premier jugement. Il reste enfin la possibilité d'un ultime pourvoi en cassation afin d'obtenir l'annulation d'un procès judiciaire ou administratif entaché d'un vice de procédure. Il arrive aussi que la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, fasse condamner l'État à la place de la justice administrative française. Voilà, j'espère que cette séance un peu technique, un peu compliquée, un peu complexe à l'image de son sujet, vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionne la justice de votre pays. Et j'espère que voilà, ça vous aura été utile. À bientôt.